Salut les amis et bienvenue sur Film Codique. Donc nous sommes enfin au dernier épisode de Rise of Empires Ottoman. On commence donc tout de suite, allez go. Donc c'est le 28 mai 1453, 8e semaine du siège de Constantinople. Nous avions dit dans l'épisode précédent que des phénomènes extraordinaires s'étaient produits ce jour-là concernant le dôme de la Sainte-Sophie. Ceci est en effet bien arrivé d'après les témoignages relevés, que ce soit du côté ottoman ou du côté romain. Une chose à dire en tout cas, c'est que l'empereur Constantin XI était un homme de foi et il n'a pas choisi l'option de fuir. Il voulait rester donc jusqu'à la fin, malgré les insistances du grand-duc Lucas Notaras. Ceci est totalement vrai en passant. Nous apprenons donc qu'au bout de 2 mois, les gros canons ont sévèrement endommagé la structure de Constantinople et qu'à certains endroits, les murs sont complètement détruits. Les Romains réfléchissent donc à une nouvelle stratégie afin de résister donc à la prochaine attaque et c'est là qu'un éclaireur arrive pour leur signaler que les renforts du pape ne sont pas près d'arriver. En tout cas, honnêtement, je n'ai pas parlé de ça et je viens de m'en rendre compte, donc je corrige ça tout de suite. Le travail effectué sur les costumes sont juste magnifiques. Comme on peut le voir ici, l'empereur Constantin XI porte effectivement des costumes très représentatifs de ce qu'il portait. Historiquement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et enfin, le moment tant attendu, le 29 mai 1453. Retenez bien cette date les amis. Ce jour-là signe la fin de l'Empire romain. L'armure portée par le sultan Fatih Mehmed que vous voyez est effectivement ce qu'il a porté ce jour même. Il suffit de regarder les tableaux de la conquête pour se rendre compte de cela. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il est possible de voir cette armure au musée de Topkapı à Istanbul. Chaque grande attaque et chaque grande victoire est bien sûr précédée de quoi ? D'un grand discours, donc je résume pour vous les amis. Le sultan Fatih Mehmed remet les choses au clair, notamment que 23 armées ont essayé de conquérir cette ville et qu'ils ont échoué. Et encore une fois, je tiens à préciser, et d'ailleurs nous allons nous rendre compte dans le discours du sultan Fatih Mehmed, il dit bien qu'il veut conquérir Constantinople car c'est la volonté d'Allah, et que le prophète Mohammed a dit « Vous conquérerez Constantinople » et que le commandant de cette nation sera merveilleux et que cette armée de cette nation sera merveilleuse. Donc l'objectif principal ici, c'est d'être cette personne dont le prophète Mohammed a parlé. Il n'est pas ici une question d'orgueil comme on a voulu le faire comprendre jusqu'à maintenant. Il est ici pour l'islam et pour faire passer le message d'Allah. Et il termine en disant « Allahu Akbar ». Attention, polémique en France, c'est interdit de dire ça. Bon, pour que ce soit clair, Allahu Akbar veut tout simplement dire « Allah est le plus grand ». Donc Dieu est le plus grand. Enfin, il aura fallu attendre le dernier épisode pour voir la foi immense en Allah du sultan Fatih Mehmed. Maintenant, c'est le discours de l'empereur Constantin XI, et là, on peut voir que c'est pas du tout la même chose. Il parle donc de la chance et l'honneur de combattre pour la ville de Constantinople fondée par Constantin Ier, et surtout faites bien attention à ce qu'il dit. Il dit si aujourd'hui c'est la fin du grand empire romain, que ce soit pas facile pour eux. Il a bien dit l'empire romain. Et si vous faites attention, depuis le début de cette série, je n'ai jamais mentionné l'empire byzantin, car personne n'a jamais utilisé ce mot pour désigner l'empire romain. Mais comme c'est difficile pour les occidentaux de se dire qu'ils ont été vaincus par les Ottomans, ils préfèrent dire que ce n'était pas l'empire romain, mais l'empire byzantin qui a été battu. Ce que vous entendez là, c'est le Mehtermache. C'est la compagnie chargée de l'intendance militaire sous l'empire ottoman, et ils sont constitués essentiellement de janissaires. Je peux vous dire dès maintenant, les ennemis qui entendaient le Mehtermache, ils étaient pas bien. Ils savaient ce qui allait leur arriver. En termes d'intimidation, c'était très efficace. Donc nous arrivons à la fameuse scène de la bataille finale. Donc cette bataille va se faire sous plusieurs formes de vagues. Donc le sultan Fatih Mehmed envoie la première vague de soldats qui sont les Başıbozuk, qui signifie littéralement les têtes fêlées. Les Başıbozuk sont en fait des personnes civiles, volontaires, avec un immense courage. Par contre, ils disposent d'un armement non standardisé et en pratique très léger, avec une discipline faible. Ils ne font pas vraiment partie de l'Empire ottoman. Ils sont là vraiment pour faire peur aux ennemis, mais surtout donner un excès de confiance à l'ennemi, car discipline très faible comme je l'ai signalé. Ensuite, dans la deuxième vague, le sultan demande d'envoyer l'armée régulière, qui n'a rien à voir donc avec les Başıbozuk. Effectivement, c'est l'armée la plus redoutée des Balkans. Par contre, une erreur ici, c'est que le sultan n'a pas attendu que les Başıbozuk se fassent massacrer avant d'envoyer l'armée régulière. Non, pas du tout. L'armée régulière était juste derrière les Başıbozuk. Parce que là, on a vraiment l'impression que le sultan a envoyé tous les Başıbozuk se faire tuer, et ensuite il demande à son armée régulière d'y aller. Donc c'est vraiment totalement faux.
Du côté romain, on utilise des petits canons comme des fusils longue portée aussi, je tiens à le signaler. Donc pour ceux qui se demanderaient où se situe exactement la bataille, tous les remparts qui mènent jusqu'au mur principal de Constantinople ont été détruits à certains endroits. Et donc la bataille se fait juste devant le mur principal qui est la dernière ligne de défense pour les Romains. Cela fait maintenant 4 heures de combat intensif, mais les Ottomans n'ont pas réussi à pénétrer à l'intérieur de Constantinople. Bien sûr, Tchandallah Halil Pacha est toujours là et demande au sultan de retirer les soldats restants et de les regrouper. Bien sûr, le sultan refuse et Tchandallah Halil Pacha dit que c'est de la folie. Bon, ce qui est incorrect ici, c'est la position que prend Tchandallah Halil Pacha. Il ne pourrait se permettre de faire ce genre de commentaires et d'être aussi colérique envers le sultan, surtout en temps de guerre. Je tiens à signaler que les janissaires n'ont pas été encore envoyés jusqu'à maintenant et donc arrive enfin le moment de la troisième vague, les janissaires, l'armée la plus redoutée et la plus loyale au sultan, ainsi que le sultan lui-même sur le champ de bataille. Donc nous voyons le sultan en première position, seul, sans aucune protection, qui va droit sur les murs de Constantinople. Non mais sérieusement, le seul truc qui est correct ici c'est son cheval blanc et les janissaires qui sont derrière lui sans monture. Faut vraiment être débile pour prendre le risque de faire une chose pareille. Si le sultan se prend une flèche ou un coup mortel quelconque, il n'y a plus de bataille quoi, plus rien, c'est fini, plus de prise de Constantinople. Bref, passons. L'armée ottomane a le dessus et donc Giustiniani et ses hommes décidèrent de se replier à l'intérieur des murs. Giustiniani fut en effet blessé fatalement lors de cette dernière bataille. Grièvement blessé, Giustiniani abandonne le front et décide de s'enfuir, sachant que les mercenaires auraient eux aussi abandonné le champ de bataille. Et enfin donc, nous voyons l'armée ottomane composée de janissaires enfin entrer à l'intérieur de Constantinople. Faut arrêter. Là, on a l'impression qu'ils sont rentrés parce que quelqu'un a laissé la porte ouverte. Non, pas du tout. Ils se battaient sur plusieurs fronts. Il y en a qui ont escaladé les murs de Constantinople. Et voilà, faut arrêter quoi. Là, on a vraiment l'impression que quelqu'un a oublié de fermer la porte. Dernière chance pour l'empereur Constantin XI de s'enfuir. Il savait qu'il allait mourir, mais morior invictus, qui signifie en latin mourir invaincu. Une erreur ici, c'est que l'on dit que l'empereur a disparu et que son corps n'a jamais été retrouvé. L'empereur fut bien retrouvé, mort parmi ses soldats. Donc une petite erreur historique ici. Giustiniani donc décide de s'enfuir sur un bateau avec sa bien-aimée. Après tout ce qu'il a fait, il décide de s'enfuir tout ça pour mourir quelque temps après. Il est considéré comme un lâche alors qu'il aurait pu être un héros. Concernant les efforts du pape, c'est en vain car ils ne sont pas arrivés à temps pour aider l'empereur Constantin XI. Puis donc, enfin, le 29 mai 1453, le sultan Fatih Mehmed entre à l'intérieur de Constantinople. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Une chose totalement contraire à l'islam et totalement faux. Tous les habitants de Constantinople se prosternent devant le sultan Fatih Mehmed. Aucun sujet de l'Empire ottoman ne s'est d'ailleurs jamais prosterné devant le sultan Fatih Mehmed, ni devant aucun autre sultan. Ceci est interdit. Une chose certaine, c'est qu'il a réussi ce que de nombreuses personnes avaient essayé durant les 700 dernières années avant d'échouer. Il a mis fin à l'Empire romain, et ceci seulement à l'âge de 21 ans. Ouais, bon là la scène je comprends pas, genre le sultan il s'arrête devant Anna, bref, n'importe quoi, je passe. À partir de maintenant, Constantinople n'existe plus, place à Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman. La première chose que le sultan Fatih Mehmed fait, c'est qu'il va directement à la Sainte-Sophie. Imaginez, c'est le plus grand bâtiment d'Europe à cette époque. Une erreur ici, c'est que lorsque le sultan arrive, il n'y a personne à l'intérieur de la Sainte-Sophie. Alors que d'après les faits historiques, la Sainte-Sophie est remplie à craquer. Les habitants se sont tous réfugiés à l'intérieur par peur. Et lorsque le sultan Fatih Mehmed arriva, il fit la promesse à tout le monde qu'il ne leur ferait aucun mal. En effet, il était très miséricordieux et il était là pour apporter la paix après tout. Si vous ne me croyez pas, regardez si la population a fui la ville de Constantinople après la conquête. Et oui, surpris n'est-ce pas ? J'en profite aussi pour dire à ceux qui accusent les Ottomans d'être des colonisateurs, si c'était le cas, toute l'Europe de l'Est serait musulmane à l'heure actuelle, car la liberté de pratiquer sa religion fait partie de la charia, et personne ne peut obliger quelqu'un à se convertir à l'islam. Bref, revenons-en à notre série. Lorsque le sultan Fatih Mehmed rentra à l'intérieur de la Sainte-Sophie, la première chose qu'il fait c'est quoi ? C'est se prosterner devant son seigneur pour remercier de ce bienfait, d'avoir conquéri la ville. Ensuite, nous voyons que les gardes vident le palais des statues et des choses qui ne sont pas islamiques, et donc ces statues étaient mises à la vue de tout le monde pendant une certaine période de temps.
Bien sûr, Lucas Notaras s'est rendu et on le ramena devant le sultan Fatih Mehmet. Celui-ci reçut son présent avec insulte et l'envoya en prison. Car une chose importante chez les Ottomans, c'est l'honneur. Et le fait d'avoir gardé toutes ses richesses pour lui et de ne pas avoir aidé l'empereur Constantin XI lorsqu'il en avait le plus besoin, nous montre qu'il n'avait pas d'honneur. Il l'envoya donc en prison, puis après son tribunal, il fut exécuté un mois après. Ensuite, c'est le tour de Tchandallah Halil Pacha. Celui-ci fut prisonnier pendant 40 jours. Là, on a l'impression que sur ordre direct du sultan Fatih Mehmet, il se fait exécuter. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Donc, au bout de 40 jours, le tribunal décide en effet que Tchandallah Halil Pacha a causé une certaine division au sein de l'Empire, surtout en temps de guerre, et que pour cette raison, il sera exécuté. Le corps de Tchandallah Halil Pacha fut ensuite donné à son fils Ibrahim Pacha, qui construisit un mausolée pour son défunt père. Une chose importante que je voudrais signaler ici, et qui montre la beauté de l'islam, c'est que les fautes commises par les parents n'ont jamais de répercussions sur les enfants ainsi que la famille du défunt. Imaginez-vous, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1481, au temps du sultan Bayazid II, le fils de Tchandallah Halil Pacha, qui est donc Ibrahim Pacha, fut en effet le grand vizir. C'est pas beau ça ? Et donc la série se termine sur les paroles du sultan Fatih Mehmed qui dit « Et c'est ainsi que nous commençons ». Donc c'est très fort, en effet c'est juste le commencement et le début de la conquête des terres européennes. Du coup, la saison 2 a été confirmée pour ceux qui se poseraient la question, on attend avec impatience de voir ça. Et enfin pour conclure, qu'est-ce que je pense de cette série ? Personnellement, je pense que c'est une bonne série documentaire drama, même s'il y a quelques lacunes et erreurs historiques. De plus, la représentation de l'islam n'est pas très correcte, malheureusement, beaucoup de fausses cités. Mais dans l'ensemble, c'est très bien et j'espère que la saison 2 corrigera ces quelques lacunes. Donc mon filmocolique score pour la totalité donc de cette série, c'est vraiment un 8 sur 10, j'ai vraiment adoré. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Ciao ciao.